Alors Louis, hier soir nous étions, c'était formidable, nous étions ensemble et nous avons longuement échangé, bavardé et j'ai appris mille et une choses sur toi, ta vie, ton parcours. Mais en fait on est parti dans des voies très larges et j'ai oublié de te demander comment tu allais. Mais je vais au terme d'un long périple, d'un retour un peu mouvementé, je vais très bien. Je reviens du Vanuatu, les anciennes Nouvelles-Hébrides, d'un voyage de 20 000 km. Il a été un peu difficile de sortir du Vanuatu, qui est totalement claquemuré à cause du Covid. Mais en passant par le chat d'une aiguille, via un avion cargo, j'ai pu regagner la France et j'en suis absolument ravi. Dis-moi, aucun rapport mais je suis curieuse, y a-t-il des chats dans cette île? Alors, il y a des chats, il y a un certain nombre d'animaux, d'espèces qu'on appelle les espèces endémiques, notamment des merles qui sont pourchassés par les habitants, qui sont détestés des habitants d'ailleurs. Il y a quelques chats, pas beaucoup. Les chats ne sont pas nécessairement des animaux extrêmement familiers. L'animal qui est véritablement le plus répandu, c'est ce qu'on appelle l'island dog, c'est-à-dire des chiens des îles, qui sont pas domestiqués véritablement, mais qui vivent aux confins des villages et des habitations humaines. Donc c'est une île que nous ne connaissons pas bien. Je crois que nous sommes peu nombreux ici à la connaître. Toi, tu y as vécu. J'imagine que tu es encore rempli des images, des sensations, des parfums. Depuis quand es-tu rentré? Qu'est-ce que tu as rapporté de cette dernière mission? Parce que je crois que tu étais en poste, là. Détrompe-moi si ce n'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qui te reste comme sensation, perception, image depuis que tu es là? Tu parlais du chat d'une aiguille. En quoi est-ce qu'il est assez normal finalement que les habitants de cette île se soient enfermés? Et comment se passe la réadaptation? Et voilà, qu'est-ce que ça fait que de migrer aussi fréquemment que tu le fais? Alors, on va parler un peu du Vanuatu finalement. Donc je l'ai dit il y a un instant, le Vanuatu s'appelait autrefois les Nouvelles-Hébrides, jusqu'en 1980, date de son indépendance. C'était un condominium sous autorité française et anglaise. Bon, c'est une population qui a quand même été durement éprouvée par la colonisation, d'abord parce que les colons venaient faire fortune de manière assez difficultueuse d'ailleurs. Ils ont amené avec eux, comme pratiquement partout, des maladies qui ont décimé les populations à hauteur de 900 000 habitants. C'est vraisemblablement un archipel qui a compté à peu près 1 million d'habitants. Aujourd'hui, il en compte 300 000, une population qui se reconstitue peu à peu. Et il y a vraisemblablement quelque chose de l'ordre d'une mémoire rémanente de ces anciennes épidémies et pandémies qui ont été catastrophiques avec le Covid, d'où une espèce de terreur qui les amène à prendre des mesures d'enfermement. J'ai utilisé tout à l'heure le verbe se claquemurer, puisque c'est un petit peu plus fort, mais c'est véritablement un enfermement, personne ne sort, personne ne rentre. C'est un archipel en plus qui n'est pas totalement homogène, c'est 83 îles en réalité. 83 îles avec 108 langues vernaculaires, 3 langues véhiculaires. Donc c'est polyphonique sur le plan de la langue. Qu'est-ce que j'en ai ramené? J'en ramène deux choses, deux images rapides, mais qui sont en fait des stéréotypes qu'on va dépasser très rapidement. Le premier stéréotype, c'est que les Vanuatais ont été désignés ou élus
comme le pays le plus heureux du monde. Et en fait, c'est effectivement un archipel composé de jardins. On y trouve assez facilement de quoi se nourrir. Évidemment, il y a un certain nombre d'organisations claniques qui existent, mais qui cohabitent tout à fait pacifiquement. Et c'est en même temps le pays le plus dangereux du monde, parce qu'il est sujet notamment à des cyclones. On a des volcans, notamment le Yazur sur Tana, qui est un volcan en activité, qui est un volcan potentiellement dangereux. C'est une zone également de tremblement de terre. Et enfin, c'est une zone de tsunami. Ce qui fait beaucoup pour un seul pays. Mais il vit tout ceci depuis des millénaires. C'est un pays extrêmement résilient, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et qui sait très vite dépasser les catastrophes qui viennent assez souvent quand même l'accabler. Le dernier en date, c'était le cyclone Harold, qui a fait des dégâts tout à fait considérables. Donc voilà, une image d'un pays, d'un peuple heureux, même si c'est infiniment plus complexe que de s'arrêter à simplement cet adjectif, et un pays dangereux, mais dangereux pour des raisons proprement naturelles. Alors dans ce que tu viens de dire, il y a deux choses qui m'interpellent. La première chose, mais ce n'est peut-être pas par là que je souhaiterais que tu commences à répondre, c'est le fait qu'effectivement, il y a eu des pandémies, il y a eu des infections qui ont décimé ce peuple, et ce qui nous rappelle que depuis l'Antiquité, l'agressivité, la façon de rentrer en conflit avec l'autre passe parfois par l'empoisonnement. On en a un exemple récemment avec la Russie, mais indépendamment de l'empoisonnement, avec des empoisonnements collectifs, c'est-à-dire effectivement des combats menés en tant que guerre avec ce moyen-là d'intoxication de l'autre et de l'ennemi. Mais j'aimerais qu'on y revienne après que tu nous aies exposé ce en quoi et comment est-il possible que tu parlais de 108 langues. Donc 108 langues, peut-être 108 clans. Peut-être 108 familles qui ont développé des différences linguistiques. Comment se fait-il que autant de familles avec des différences sans doute dans leurs habitudes, dans leur culture, dans leur langage, 108 familles ne se fassent pas la guerre là, alors que tout près, des clans moins nombreux et qui a priori sont réunis par des religions ou des philosophies se font la guerre. Donc première question, de l'intérieur, prenons cet archipel comme exemple archétypal, si je dirais, par rapport aux questions de guerre et de paix dans l'humanité, comment se fait-il que ces tribus ou ces clans ne se soient pas affrontés? Et ensuite, comment se fait-il que, de par la colonisation, la mort soit arrivée, la mort collective et l'extermination? Alors la cohabitation de 108 langues, on pourrait en même temps évoquer la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui, pour 10 millions d'habitants, compte 700 à 800 langues différentes sur un territoire qui est relativement restreint. Les langues ne se font pas la guerre traditionnellement. Elles ne se font pas la guerre, elles ne sont pas dominantes les unes par rapport aux autres. Et si j'en crois Joël Bonnemaison, qui est un spécialiste du Vanuatu, qui est décédé depuis un certain nombre d'années, mais qui est à la fois un anthropologue, un linguiste, quelqu'un d'une culture absolument fantastique sur cette zone du Pacifique, quand on passe d'un village à l'autre dans la proximité, on comprend une partie de ce que dit son voisin. C'est simplement si on fait des sauts très importants d'un village placé totalement au nord à un village placé totalement au sud d'une même île, à ce moment-là, on ne se comprendra pas. Autrement dit, on peut se comprendre à la condition qu'on chemine tranquillement et qu'on aille vers des rencontres. On aura toujours un bagage linguistique un peu suffisant pour pouvoir communiquer avec des interlocuteurs du village voisin, mais certainement pas du village très éloigné. En même temps, il y a des langages communs. Il y a un langage dont on ignore véritablement l'origine, mais dont on déchiffre et on comprend aujourd'hui les signes, qui s'appelle le langage sur sable. Alors, le langage sur sable, qui comprend des formes géométriques extraordinairement complexes, généralement dessinées d'un seul tenant,
c'est-à-dire qu'on ne lève pas le doigt, on retrace quelque chose, laisse en fait des messages d'une parfaite concrétude, du type si je laisse un dessin sur sable devant ma maison, ça peut vouloir dire je reviens dans un moment, je suis parti à la pêche. Et puis il y a les 3 langues véhiculaires dont je parlais, alors évidemment l'anglais, évidemment le français pour une part, c'est le seul État francophone du Pacifique à part la Nouvelle-Calédonie, mais la Nouvelle-Calédonie est une région qui relève, même si elle a un gouvernement autonome, une région qui relève de l'autorité française, c'est le seul État francophone du Pacifique. Et puis il y a cette langue très particulière qu'on appelle le biche-lamar, dont l'origine est vraisemblablement biche de mer, qui est un coquillage. Et cette langue a été fabriquée, créée par ceux qu'on appelle les ramasseurs de fruits, qui partaient de différentes îles vers l'Australie ou la Nouvelle-Zélande et qui ne se comprenaient pas puisque leur origine linguistique faisait que quand on vient de Tana ou de Malikolo ou de Eromango, évidemment on ne parle pas la langue de l'autre. Et donc ils ont créé une langue qu'on appelle donc le biche-lamar, qui a des ferments de grammaire aujourd'hui, qui a un lexique et qui véritablement leur sert aux actes de communication tout à fait essentiels. Et je suis désolé Karine, mais en répondant à la deuxième question, je crains fort d'avoir perdu le fil de la première, que tu voudras bien me rappeler. La guerre bactériologique qui a frappé cet archipel et qui a frappé bien des cultures victimes de la colonisation. Alors, je ne crois pas, au contraire de ce qui a pu se passer pour certaines tribus d'Indiens d'Amérique, qu'il n'y ait eu jamais un projet d'extermination au travers de couvertures sur lesquelles on avait laissé des germes de la variole pour pouvoir décimer des habitants. C'est véritablement proprement accidentel. Mais c'est un accident totalement catastrophique et tragique, puisqu'il entraîne vraiment la mort, la disparition d'enfants, de femmes, d'hommes qui voyaient arriver ces colons sans imaginer un seul instant que ce serait leur vecteur de mort en quelque sorte. Mais c'est pour ça que je parlais de mémoire rémanente tout à l'heure. Ça a laissé manifestement des traces durables. Ce qui vient de l'extérieur n'est pas nécessairement très sain, même s'ils ont une religion qu'on appelle la religion John Fourme, qui date des années 40, 1940. Et cette religion, cette espèce de croyance, les amène à penser que, dans certaines îles, les amène à penser que leur salut viendra de l'extérieur. C'est sans doute dû au passage des Américains, là encore dans les années 40, qui sont arrivés avec des provandes inimaginables que personne n'avait jamais vues, enfin, des jeeps, des chewing-gums, des cigarettes, un tas de biens que les Vanuatais évidemment ignoraient proprement. Et cette religion fait qu'on peut avoir du bien de l'extérieur. Mais tout n'est pas pour autant sain, tout n'est pas propre. Et pour le coup, la maladie, elle, est parfaitement crainte parce qu'ils savent que ça peut valoir la mort d'un peuple et la mort de la totalité de ce peuple. Alors, aujourd'hui, on sait qu'une des conséquences tragiques des invasions, des guerres, des prises de pouvoir d'une peuplade extérieure ou d'une culture extérieure sur un territoire entraîne le viol des femmes. C'est quasiment toujours produit dans l'histoire, qu'il s'agisse de réduire en esclavage les tribus lorsqu'on était vainqueur sur un territoire. Je dirais que peut-être, à la lueur de cette prise de conscience de la façon dont les femmes ont vécu les guerres, on peut se dire que le fait de pénétrer sur un territoire en y apportant des germes, en y apportant ce qui va infecter le corps de ceux de ceux qui vont être vaincus, ressemble d'une certaine manière à la transmission sexuelle, je dirais, d'infection. Il y a quelque chose comme ça je trouve que c'est intéressant de réfléchir en ces termes aujourd'hui parce que nous sommes dans ce contexte de pandémie et parce que nous sommes aussi dans
confrontés maintenant à des formes de surveillance, à des formes d'agression, d'extermination. Je pense à la technologie des drones, je pense à tout ce qui se développe, qui fait que il y a une sorte de propreté ou d'hygiène technologique qui fait qu'on n'a plus cette conscience qu'il s'agit malgré tout de tuer le corps de l'autre. Euh, Comment est-ce que tu vois, à travers la diffusion du virus sur la planète, à travers la fragilité que ça induit sur certains territoires et dans certaines cultures qui déjà étaient victimes d'un passé colonial assez terrible, et malgré tout le fait que aujourd'hui la guerre va vraisemblablement prendre des aspects moins physiques. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui la perte de physicalité, de corporalité de l'humanité, à la fois dans l'amour, le partage, mais aussi l'extermination et la guerre? Il y a vraiment énormément d'éléments dans cette question-là. Euh, si, euh, si je devais traiter de la question de la déshumanisation de la guerre dans une dissertation de 4 heures, je commencerai par dire qu'effectivement les drones, la surveillance faciale sont autant d'éléments qui évacuent l'humain sans lâcher en fait l'idée cynique, mais au sens moderne du terme, pas au sens philosophique premier, l'idée cynique de maîtriser l'autre, d'asseoir un pouvoir sur l'autre, de le contraindre, voire même de l'abolir. C'est vraisemblablement ce qui se passe d'ailleurs pour partie en Chine avec les Ouïghours. S'agissant de la guerre moderne avec des outils technologiques essentiellement numériques, elle me paraît plus cruelle encore que les guerres puniques où les corps s'affrontaient, les corps se mêlaient, évidemment pour tuer, pour s'entretuer, pour s'éliminer, mais où chacun avait, quoi qu'il en soit, la conscience d'agresser l'autre et de l'agresser en vis-à-vis, y compris dans sa corporéité. Si j'en crois à certains films, puisque je ne suis pas nécessairement un penseur autorisé de la question, mais tuer derrière des commandes numériques via un drone, ça affecte néanmoins le mental des soldats qui sont chargés de mener ce genre de besogne, mais ça les affecte sur des troubles extrêmement particuliers, avec des désordres de la pensée, des désordres de comportement qui sont sans doute infiniment plus difficiles à percevoir et qui pour autant sont réels. Donc il y a bien quelque chose qui se passe dans la psyché en tous les cas. Après, à cause de cette question du viol, cette question, etc., même si ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que je viens de dire, la condition des femmes au Vanuatu est quand même une condition très très particulière. Précisément parce que, quoi qu'on en ait, 70% des femmes au Vanuatu, si on en croit les chiffres officiels, mais on peut y adhérer, parce que c'est des organismes tout à fait crédibles qui les ont construits, qui les ont établis. 70% des femmes sont violentées, brutalisées, maltraitées, via l'inceste, via le viol, bon, essentiellement dans un cadre intrafamilial. Mais il ne faut pas croire que le Vanuatu ou les îles du Pacifique, quelles qu'elles soient d'ailleurs, soient des paradis terrestres et des utopies que nous, occidentaux, on regarderait avec un imaginaire un peu enfantin qui ferait qu'elles apparaîtraient comme un mythe d'un âge d'or qui aurait disparu et qui aurait des résurgences ici et là. Non, c'est quand même des conditions qui sont terribles pour les femmes, y compris les filles, y compris sur le plan de la scolarisation des enfants et du distinguo qui est fait entre la scolarisation des petits garçons et des petites filles, et du traitement des femmes d'ailleurs dans toute leur vie, dans l'entièreté même de leur existence. Alors il y a quelques militantes qui essayent de changer les choses, y compris d'ailleurs des Vanuates, mais c'est long, c'est pénible, c'est compliqué. La partie est très très loin aujourd'hui d'être gagnée. Donc il y a des phénomènes en tout cas qu'on peut retrouver ici. Je pense essentiellement à des questions féministes, à des questions
ou qui aurait à voir avec MeToo, hein, même si MeToo au Vanuatu est peu connu, ou voire pas connu, il pourrait très sérieusement s'en mêler, même si on ne trouve pas de producteurs américains du cinéma qui soient des espèces de cannibales de la sexualité féminine. Il n'empêche qu'il y a de vraies problématiques concernant les femmes dans ces pays du Pacifique et en particulier du Vanuatu, même si j'ai vraiment beaucoup d'amitié et beaucoup d'amour pour ce pays. Alors c'est important ce que tu dis parce qu'on a effectivement tendance à avoir une vision à la Gauguin, si je puis dire. Autre chose que j'aimerais quand même te demander, alors puisqu'on est sur cette question essentielle aujourd'hui, parce qu'on vient malgré tout de franchir une étape en Occident. Par rapport à cette question de la violence faite aux femmes, toi qui as traversé de nombreuses cultures, nous ne t'avons pas présenté, tu citeras peut-être ces différents pays, mais j'en cite quelques-uns, le Cambodge, le Vietnam, tu as fait quelques missions en Corée. Est-ce que tu as perçu des avancées comparables à celles liées d'ailleurs à des combats absolument féroces depuis un siècle ici en Occident? Est-ce que tu as perçu des différences, des avancées entre ces différents pays sur cette question du viol, de l'abus de pouvoir du corps des femmes, des jeunes garçons, l'abus de pouvoir vis-à-vis du corps de l'autre? On ne parle pas suffisamment du rapport au corps quand on parle d'une culture. Évidemment, c'est ma partie puisque je suis chorégraphe. Donc, dans les différentes cultures que tu as traversées, qu'est-ce que tu aurais à dire sur ces sujets? Alors, moi j'ai travaillé comme attaché culturel ou comme conseiller de coopération, essentiellement d'ailleurs via des ambassades. Hein. J'ai travaillé dans des pays en voie de développement, jamais dans des pays développés. J'aime beaucoup l'Italie, mais si on me propose un poste en Italie, je n'irai pas parce que ça ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse que les pays en voie de développement. C'est pour ça qu'on peut citer effectivement le Cambodge ou le Vietnam. La Corée, c'est autre chose, puisque je suis allé effectivement en Corée du Sud. Ça n'est pas du tout similaire à un pays en voie de développement. C'est un pays extrêmement développé et même très très développé. S'agissant des pays en voie de développement, on peut exciper, on excipe d'ailleurs beaucoup actuellement en France et en Europe et aux États-Unis et ailleurs, la condition féminine, et on a raison de le faire. C'est très largement insuffisant dans les pays que je viens de nommer précédemment, où le statut de la femme est peu interrogé, où il est discrètement interrogé, où il semble qu'il y ait des équilibres entre le statut de l'homme et de la femme dans ces sociétés-là. Et en fait, ces statuts sont extrêmement discutables, puisque globalement, c'est pratiquement systématiquement la jante masculine qui est largement en situation de domination de la jante féminine. Il y a un effort sans doute au Vietnam, via le Parti communiste vietnamien, pour tenter une sorte d'équilibre des genres, mais il y réussit d'abord très très imparfaitement, si tant est qu'il y réussisse d'ailleurs. Ensuite, c'est pas tant une décision politique qu'une décision véritablement relevant des mentalités, relevant d'un travail avec les populations qui ne peut pas être, à mon sens, seulement commandité par l'État, mais qui doit être l'objet d'une prise de conscience d'un ensemble unifié. Ensuite, si on creuse, si on descend au plus profond de cette société, et peut-être pas d'ailleurs nécessairement au plus profond, mais la prostitution est une chose extrêmement répandue en Thaïlande, au Vietnam, où elle est un peu moins visible, ou au Cambodge, où elle est extrêmement visible. Et c'est aussi un lieu où... alors, cette prostitution est exercée évidemment par les deux genres, mais les consommateurs, entre guillemets, ne sont pas simplement des Cambodgiens ou des Vietnamiens ou des Thaïs, chacun dans leur pays. Ce sont aussi des Occidentaux qui viennent dans ces pays pour se livrer à ce que bon leur semble. Mais ce n'est pas nécessairement... c'est d'ailleurs une des pires choses qui soit, à l'évidence. Ensuite, il y a des changements. Les Thaïs essayent de sortir de cette image d'un pays de tribulation sexuelle. Ils ont passablement réussi d'ailleurs. En tout cas, ils ont réussi à recadrer un certain nombre de choses. Mais du coup,
ça s'est déplacé notamment au Cambodge, qui là est davantage un territoire beaucoup moins soumis à des règles, ou si il y a des règles, et il y a effectivement des règles, de toute façon elles ne sont pas appliquées. Alors, autant on peut s'expliquer que la privation dans un village, dans une famille, puisse amener effectivement à des abus tels que l'inceste, lorsque on se trouve dans un contexte non permissif. Pour terminer l'émission, parce que c'est un vaste sujet, comment expliquer que ceux qui viennent de pays développés, qui auraient toute l'attitude à consommer, entre guillemets, chez eux, perpétue cette espèce de sauvagerie, de barbarie et de rapport à la consommation et à l'asservissement du corps de l'autre? Alors j'imagine que je vais devoir répondre à 3 minutes au lieu des 158 heures qui seraient nécessaires, mais disons que il y a un livre que j'ai écrit il y a quelques années où j'essayais d'expliquer que les Occidentaux, globalement, sans démêler les nationalités, s'affranchissent passablement des lois dès lors que c'est possible. Il faut l'arrêter. Toutes ces choses futiles, faut-il les arrêter? Des têtes vont tomber, des ventres étripés. Pourtant d'ici je n'entends rien. Je serais curieux qu'avec mes yeux, les orbites ne tournent plus rond.